Bonjour à toutes et à tous. Et puis je me présente, je m'appelle Yannick Puget, je travaille chez IMSA dans la direction services et innovation. Et je suis accompagné pour cet atelier par Aphrodis Cuisera, qui est notre data scientist sur l'île. C'est pour ça qu'il apparaîtra en visio pour ceux qui sont dans la salle. On va vous présenter un projet qui s'appelle Time Batch. Euh, qui peut se résumer en quelques mots, c'est que à la MSA, comme dans pas mal d'entreprises, on a des traitements de nuit, c'est-à-dire des calculs informatiques, et l'ouverture de nos agences sur le territoire est conditionnée par la bonne exécution de ces traitements de nuit. Donc on s'est dit qu'il nous fallait réfléchir à un modèle pour que ces traitements de nuit, qu'on puisse savoir à l'avance, quelque part, si dans la nuit à venir ou dans 2 nuits, ces traitements allaient se dérouler dans de bonnes conditions. Et si ce n'est pas le cas, que ça nous prévienne avec, je dirais, un gros voyant rouge pour qu'on puisse réagir avant, quelque part, de subir voilà, ces petits aléas. Donc on l'a appelé Time Batch parce qu'on aime bien Star Wars et qu'il y a une nouvelle série qui s'appelle Bad Batch. Et comme les traitements de nuit, on appelle ça des batchs, on a appelé le projet Time Batch. Voilà pour l'introduction. On va être accompagné donc avec Aphrodis d'un support qui va vous être diffusé et je vais lui passer la parole. Il va vous expliquer en quoi tout cela consiste techniquement. Ah, pardon, je n'entendais pas. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Aphrodis. Je suis data scientist au sein donc de l'informatique de la MSA. La MSA, elle se trouve sur différents sites. Donc moi, je suis sur le site donc d'Avelin, donc c'est dans le nord, à Lille. Et donc cela explique en partie pourquoi je n'ai pas pu participer à cette mêlée numérique en présentiel. Mais je remercie déjà la mêlée numérique qui nous laisse cette opportunité de pouvoir participer à distance et présenter des choses à distance. Donc c'est une très bonne chose et c'est avec plaisir donc que je vais vous partager ce sujet de l'IA au service des traitements informatiques de nuit. Donc, c'est également avec plaisir que nous travaillons sur ce sujet, sur lequel on travaille depuis le mois d'avril maintenant. C'est vraiment avec plaisir qu'on travaille là-dessus et cela est encore plus vrai pour la partie, au fait, data science. Donc, ceux qui connaissent le domaine de la data science et de l'intelligence artificielle de manière générale, ils connaissent que c'est un domaine qui est assez dynamique. C'est un domaine où la recherche elle est assez active et cette recherche, elle nous met à disposition certaines de leurs découvertes, notamment en termes d'algorithmes. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes qui sortent, qui sont assez bluffants, en fait, et on a cette occasion de les appliquer, de voir ce que ces algorithmes peuvent faire. Par contre, ce qui est vraiment le vrai challenge qu'on rencontre souvent, c'est d'avoir des projets concrets sur lesquels on peut appliquer ces découvertes. Pour le coup, sur ce projet donc, que je vais vous présenter, c'est un projet qui est concret et en plus donc, qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur. Et donc, c'est avec plaisir vraiment qu'on travaille sur ce projet, sur ce genre de projet. Donc, c'est un projet intéressant parce qu'il répond donc à un besoin utilisateur. Donc là, je parlais d'une, parce qu'on va prendre l'exemple d'une caisse IMSA, mais c'est le cas pour toutes les caisses. Donc les caisses IMSA, ils ont des traitements qui tournent en journée. Donc la caisse, elle est ouverte en journée, il y a des traitements informatiques qui vont tourner en journée. Quand la caisse elle va fermer, entre guillemets, il y a d'autres traitements qui vont continuer à tourner, qui vont tourner en batch la nuit et ces traitements, ils peuvent tourner aussi donc en week-end. Et c'est plutôt cette partie-là de traitement qui va nous intéresser pour ce projet-là. Donc, ces traitements qui tournent en batch, donc quand les caisses sont fermées, c'est un utilisateur qui va les planifier et il va avoir une liste, par exemple, comme celle-ci. Là, on a pris l'exemple donc d'une caisse où on a
presque 300 traitements qui sont planifiés, admettons, si on est lundi, donc en journée, c'est des traitements qui vont tourner de la nuit de lundi à mardi. Donc très bien, jusque-là, il n'y a pas vraiment le besoin on voit pas vraiment bien le besoin utilisateur. Sauf que le créneau batch, il est en général de 18 h à 6 h du matin. Et si à 6 h du matin, tous les traitements qui sont sur ce planning-là n'ont pas fini de tourner, donc on va arrêter ces traitements de nuit et pour démarrer la nouvelle journée. Ce qui veut dire que sur ce planning-là, s'il est trop chargé, il y a des traitements qui n'auront pas encore eu le temps de s'exécuter avant le démarrage de la nouvelle journée. Et ce qui peut être embêtant, c'est que sur cette liste-là, on a des traitements qui sont prioritaires et d'autres qui sont moins prioritaires. Moins prioritaires, ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais ils sont moins prioritaires dans le sens où si c'est le planning des traitements qui doivent passer, par exemple, de lundi à mardi, de la nuit de lundi à mardi, ces traitements qui sont moins prioritaires, on peut les placer mardi à mercredi ou de la nuit de jeudi à vendredi. Donc, c'est dans ce sens où elles sont un peu moins prioritaires. De l'autre côté, on a des traitements qui sont vraiment prioritaires, c'est-à-dire que s'ils sont planifiés pour tourner cette nuit-là, il faut que ça soit cette nuit-là, pas avant et pas après. Il y a plusieurs types de traitements, mais si on prend l'exemple, par exemple, des traitements qui écrivent les droits des APL, donc des allocations de nos adhérents, on ne peut pas les faire tourner trop à l'avance parce que sinon, on ne serait pas trop juste sur le calcul des droits, mais pas trop tard parce que sinon, ça aurait l'incidence sur la date à laquelle nos adhérents, par exemple, vont recevoir leurs droits aux allocations. Donc, c'est dans ce sens-là, on peut avoir des traitements qui sont prioritaires, qui doivent passer quand donc on les a planifiés sur la liste. Donc, notre utilisateur qui a planifié ces traitements-là, il va se poser une question de savoir finalement, du coup, si tous les traitements qu'il a mis sur la liste, s'ils vont tous passer ou si à 6 heures du matin, donc à la fin du créneau batch, s'il y a des traitements qui n'auront pas encore eu le temps de s'exécuter. Ce qui serait problématique, donc, c'est qu'il y ait des traitements qui soient prioritaires qui n'auraient pas eu le temps donc, de s'exécuter. Donc, le réflexe, il peut être de dire pourquoi pas mettre uniquement que les traitements qui seraient prioritaires et tout mettre le week-end. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des traitements en batch qui tournent le week-end. Ça serait peut-être ça le réflexe, qui serait de bon sens d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des traitements d'ailleurs qui durent trop longtemps, qui sont automatiquement quand même mis à la demande, qui sont automatiquement mis le week-end, parce que sinon, en semaine, il n'aurait pas beaucoup de temps, assez de temps pour tourner. Mais sauf que si cet utilisateur décide de mettre tous les traitements le week-end, ça serait fait finalement déplacer le problème dans le sens où on peut charger le planning du week-end et lundi matin, on peut avoir des traitements dans ce cas-là qui n'ont pas encore fini de tourner. Donc, ce qui serait idéal au fait pour cet utilisateur, c'est que de une, il sache si tous les traitements qu'il a mis sur son planning vont tourner, de une. De deux, qu'il sache les autres jours où le planning il pourrait être léger pour qu'il place les autres traitements qui seraient moins prioritaires. Si on est lundi, peut-être au lieu de tout mettre le week-end, les traitements qui seraient moins prioritaires, on peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a un planning de mercredi à jeudi qui serait plus léger et il serait plus opportun à placer ces traitements à la demande. Donc, autrement dit, le besoin de l'utilisateur, c'est de pouvoir mieux organiser finalement le planning de ses traitements, comment il planifie ses traitements, de une, pour savoir si tous les traitements vont passer, de l'autre côté, pour savoir quand les plannings seraient légers pour placer ces traitements. Donc, ça, c'était ça le besoin utilisateur. Et du coup, nous, l'équipe Big Data, donc dans laquelle je travaille, l'équipe Big Data de la MSA, nous avons dit pourquoi pas proposer un outil qui va simuler l'exécution de tous ces traitements batch. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui sont planifiés pour la nuit. Nous, on va avoir un modèle, une modélisation qui va montrer, entre guillemets, ce qui va se passer la nuit. Donc, c'était ça notre solution qui était proposée. Donc, l'équipe Big Data, nous, on part avec cet objectif de créer un outil pour simuler les traitements qui vont tourner en batch. Dit autrement, si on reprend donc notre liste de ces traitements-là que l'utilisateur a créé, l'idée, ça serait de dire, ce traitement-là, on est sûr qu'il va tourner, celui-là, on est sûr qu'il va tourner, celui-là, c'est sûr, on a regardé selon notre modélisation, selon notre simulation, c'est un traitement qui ne va pas tourner. Celui-là, s'il tourne, ça sera tout juste. Donc, l'idée, ça serait d'apporter une solution là qui répondrait du coup à son besoin, de savoir si tous ces traitements vont tourner et d'avoir d'autres résultats, d'autres plannings pour se dire, OK, sur ce planning-là, je peux y ajouter et voir s'il ajoute sur d'autres plannings, si ça va passer ou pas.
Et ça répondrait donc aux besoins de l'utilisateur. Donc, c'est ça, c'est faire cet outil qui va simuler l'exécution de ces traitements-là. Donc, pour faire ça, pour faire cette simulation-là, alors ici, je profite de l'occasion pour saluer le travail aussi qu'on a mis en place, la collaboration qu'on a mis en place avec les sachants métiers, parce que nous seuls, en tant qu'équipe Big Data, on n'aurait pas pu vraiment mettre en place une solution. On ne connaît pas beaucoup ce domaine-là de la production des traitements, donc il y a eu les sachants métiers, la collaboration était assez intéressante et nous a permis d'arriver à une solution. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de ce traitement-là, pour être capable de dire s'il va passer ou pas, on va avoir besoin de deux, trois informations. La première, c'est la gestion de ressources. Pour faire tourner un traitement informatique, il faut qu'il y ait les ressources pour que ce traitement puisse tourner. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que les ressources elles vont être disponibles ou elles vont être mobilisées par d'autres traitements? Parce que sur le planning, on peut avoir d'autres traitements qui vont utiliser les mêmes ressources que celui-ci. Donc, on va se poser la question. En tout cas, on va faire la gestion de ressources pour savoir si on aura assez de temps pour faire tourner tous les traitements qui vont utiliser la même ressource que celle-ci. Ça va nous aider. Celui-ci, ça va nous aider à savoir si ce traitement il va passer ou pas. La deuxième information qui va être capitale, c'est celle qui concerne les dépendances. Partons du principe que finalement, ce traitement, il va avoir assez de ressources pour tourner, mais il peut dépendre d'un autre traitement. C'est-à-dire que pour que ce traitement-là commence à s'exécuter, il y a un autre traitement qu'il faut exécuter avant. Même s'il n'utilise pas d'autres ressources, il y a d'autres traitements qui doivent être terminés avant. Donc, il faut qu'on regarde cette dépendance-là. Donc, pour ce traitement-là, mais c'est le cas pour tous ces traitements qui vont être mis ici, on va gérer les ressources, mais on va gérer toutes les dépendances qui peuvent être liées à ces traitements-là. Et donc, pour ces traitements-là qui dépendraient dont celui-ci dépendrait, il faudra qu'on fasse la gestion de ressources, la gestion d'autres dépendances qui seraient liées à ce traitement-là. Donc, on comprend très vite qu'il y a une notion de dépendance et de ressources qui va être assez délicat à gérer. Le dernier élément qui est aussi important, c'est la prédiction du temps d'exécution. Et oui, parce qu'il faut qu'on sache finalement ce traitement-là, est-ce qu'il va durer 15 minutes, il va durer 3 heures, 4 heures. Ça va nous aider dans notre démarche d'apporter une solution. Donc, on comprend très bien que là, ce qu'on doit mettre en place, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. À la gestion de ressources, il faut gérer les dépendances de tous les traitements qui sont sur tout le planning, il faut calculer les prédictions. Nous, on s'est dit, il faut quand même qu'on arrive à apporter une solution, mais il faut qu'on ait une stratégie qui serait rapidement payante. Rapidement payante, c'est-à-dire qu'on apporte un premier élément de solution à notre utilisateur et on continue d'améliorer au fur et à mesure cette solution-là. Donc, pour adopter cette stratégie, on s'est dit, si on prenait juste la première brique, celle qui consiste à calculer les prédictions du temps d'exécution de chaque traitement. Donc là, si on reprend cette liste-là, l'idée, c'est de dire, je vais calculer pour chaque traitement ici, je vais savoir à l'avance combien de temps il va durer. Et ça va nous aider à apporter le premier élément de réponse. Donc, encore une fois, on travaille avec les sachants métiers et là, ils nous sortent trois éléments qui sont assez intéressants pour justement faire cette prédiction-là. Le premier élément, c'est l'historique. On part du principe, donc en datation, du principe que pour prédire l'avenir, il faut plus ou moins maîtriser le passé. Donc, on va regarder l'historique de ces temps d'exécution de chaque traitement pour faire nos prédictions. Le deuxième élément qui est aussi tout aussi important, c'est le volume des fichiers qu'on va avoir en entrée. Si je prends l'exemple d'un traitement qui est écrit sur nos bases de données, le temps de l'exécution de ce traitement-là, il va dépendre du nombre de fichiers qu'il a à écrire sur la base de données. Donc ça, il y a limite une relation linéaire avec le temps d'exécution de ces traitements-là. Il faut qu'on sache les traitements qu'on va recevoir en entrée, leur volume, pour savoir combien de temps ça va durer. Le dernier élément pour le calcul de nos prédictions, c'est la prise en compte de certains paramétrages. Ici, je peux prendre l'exemple d'un traitement qui va calculer, faire le rattrapage, par exemple. S'il doit faire un rattrapage sur 6 mois, ça ne sera pas le même temps que si on l'a paramétré pour faire un rattrapage sur 2 ans. Quelle que soit la raison, ça peut être des raisons justifiées, mais il faut que nous on récupère ce paramétrage-là pour pouvoir apporter des prédictions qui seraient au plus juste, au fait.
Donc, on a dit, on a commencé à récupérer toutes ces données-là, mais il ne suffit pas de les récupérer aussi, il faut prendre le temps de les analyser. Donc, nous, on s'est dit, toujours dans notre état d'esprit, de dire, on produit le premier élément de réponse qui est utile, qui est fiable, et on l'améliore au fur et à mesure. On s'est dit, pourquoi pas d'abord tester les prédictions, la qualité des prédictions qu'on aurait si on utilise déjà cette première brique de l'historique du temps d'exécution. Si les résultats ne sont pas pertinents, on va passer, on va attendre, voir les volumes des fichiers à traiter, toutes ces informations-là, les injecter. Mais si on peut injecter déjà le premier élément et avoir des résultats qui peuvent être utiles à l'utilisateur, on fait ça et on continue d'incrémenter notre solution. Donc là, on est parti donc, sur l'analyse de l'historique dans le but de faire des prédictions. On a fait de l'analyse exploratoire, on s'est rendu compte de quatre informations assez importantes qui nous ont permis de faire nos prédictions. Le premier élément, c'est que dans l'historique de ces traitements-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des traitements qui n'avaient pas assez de profondeur d'historique, c'est-à-dire qu'on retrouve sur le planning un traitement, c'est la deuxième fois par exemple qu'il tourne. Donc pour prédire, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je vous rassure, c'est des choses qui arrivent assez rarement, mais c'est des choses qu'on a remarquées. Donc, on s'est dit pour cette catégorie-là de traitement, on va juste faire des prédictions naïves, c'est-à-dire que pour dire ce qui va se passer, on va dire que si, par exemple, un traitement a duré 10 minutes la dernière fois qu'il a tourné, la dernière, du coup, est la seule fois qu'il a tourné, on va se dire qu'à l'avenir, il va durer exactement le même temps. C'est une prédiction naïve, mais pas si déconnante que ça. En tout cas, pour un démarrage, on n'a pas d'autres informations sur ce traitement-là. Il y a d'autres techniques de modélisation qui sont utilisées dans la vente. Par exemple, s'il y a un nouvel article qui arrive dans le magasin, on n'a pas assez d'historique. Il y a le travail qui peut être fait pour trouver un autre article qui est déjà vendu, qui aurait les mêmes caractéristiques pour ne pas passer par cette étape-là. Nous, on s'est dit, c'est des choses qui arrivent très rarement et on n'allait pas partir dans ce travail-là de trouver s'il y a d'autres traitements qui auraient le même comportement sur lequel on pourrait se baser. On s'est dit, on va faire cette prédiction-là. On a trouvé notre catégorie. D'où là, il y avait quand même pas mal de traitements qui étaient dans cette catégorie-là. C'est des traitements qui étaient stables. Donc là, on a utilisé des indicateurs pour calculer la variance, le taux de variance du temps d'exécution de ces traitements-là. On a fini par arriver à cette conclusion-là que ce type de traitement-là, ils étaient stables. Donc là, on s'est dit, ça ne sert à rien de partir sur des modèles de machine learning assez sophistiqués pour prédire au final des choses qui sont plus ou moins stables. Donc là, pour avoir la prédiction du temps d'exécution pour ce type de traitement, on s'est dit, on va prendre la moyenne de quatre derniers temps d'exécution. Et là, on a testé ça, on a vu que c'est des choses qui marchaient bien. Et heureusement, parce que si on les a labellisés comme étant des traitements stables, si on fait la moyenne sur les 4 dernières, si la labellisation est vraiment bonne, on est censé avoir des résultats qui sont plutôt intéressants. Troisième catégorie, là, on rentre sur les traitements qui, cette fois-ci, fluctuent beaucoup. Leur temps d'exécution bouge beaucoup selon nos indicateurs. Mais quand on regarde, c'est des traitements qui ne durent pas longtemps. C'est-à-dire que c'est des traitements qui vont en moyenne durer 5 minutes, maximum 7 minutes par exemple. Et nos indicateurs, ils nous montrent que c'est des traitements qui sont fluctuants. Mais si je vous donne un exemple, s'il y a un traitement qui dure souvent 30 secondes, s'il passe à 2 minutes, notre indicateur nous dirait que son temps est multiplié par 4. Mais en réalité, on est juste à 1 minute 30 de différence. Et notre modélisation, en tout cas au premier stade, n'était pas d'avoir des prédictions qui sont à quelques secondes près. Donc là, on s'est dit, pareil, si on calcule la moyenne là-dessus, pour prédire ce genre de traitement, on va juste calculer la moyenne des 4 derniers et a priori, on devrait avoir des résultats qui auraient une erreur qui n'aurait pas beaucoup d'incidence. Et enfin, il y a les traitements pour le coup qui sont fluctuants et qui peuvent durer longtemps. Ici, je pense par exemple au traitement qui, un coup, peut durer 30 minutes, un autre coup, il peut durer 3 heures. Donc là, si on se trompe là-dessus, on peut donc avoir un décalage de 2 heures sur un seul traitement et ça peut être problématique si on a par exemple un créneau de traitement batch de 10 heures. Là, on commencerait à avoir des imprécisions qui peuvent nous mener à des conclusions qu'on n'aimerait pas avoir.
Donc, c'est sur cette catégorie-là où on s'est dit, cette fois-ci, on va lancer des modèles de machine learning là-dessus pour essayer d'avoir des résultats qui seraient plus précis. Donc, notre démarche ici a été de dire, on ne va pas lancer tout, sans faire d'analyse hein, sur tous les traitements, on lance un modèle de machine learning, mais on trouve que ça n'aurait pas été pertinent. Ce qui est pertinent et qui a du sens, c'est de dire, sur les traitements, on n'a pas besoin d'apporter d'attention, on n'apporte pas plus d'attention que ça, on utilise la moyenne. Par contre, sur les traitements qui ont besoin d'attention, là, on fait vraiment des modèles qui vont essayer de nous prédire des choses qui sont plus près de la réalité. Donc là, on va avoir les traitements qui vont être labellisés de manière dynamique, c'est-à-dire que si là on passe sur, on a des traitements un traitement qui est stable et qui commence à fluctuer, là il y a, on va à chaque fois qu'on reçoit un planning, on a créé un module à part qui va calculer chaque fois pour voir si le traitement il est toujours stable ou s'il est passé dans la catégorie des traitements qui sont fluctuants. Donc c'est pas un label qu'on va mettre une fois et appliquer les mêmes calculs tout le temps. On a créé un module à chaque fois qui va aller calculer. C'est des calculs qui vont assez rapidement, donc qui vont nous aider donc à labelliser à chaque fois pour savoir dans quelle situation chaque traitement se trouve, dans le but de savoir l'attention qu'on va apporter à ces traitements-là. Alors là, le modèle qu'on a utilisé, c'est un réseau de neurones. Là, j'ai mis le code là-dessus. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail là-dessus. C'est des modèles qui marchent bien sur le choix. On a testé d'autres. Et pour la suite de notre modélisation, si on fait d'autres versions, pourquoi pas peut-être les modifier selon le besoin qui va se présenter. Mais là, on est parti sur le réseau de neurones récurrents qu'on appelle des LSTM. Juste sur la partie, un peu sur la partie engineering qu'on a fait, c'est-à-dire que on a utilisé la notion de séquence, c'est-à-dire que si on a un historique d'un traitement, si on a 36 fois le temps d'exécution sur les 36 dernières fois, pour prédire la 37e, on ne va pas utiliser tout cet historique d'un coup, on va utiliser les steps. Donc, on a dit, entre guillemets, un autre modèle de machine learning, regarde 4 étapes et prédit la 5e. 4 étapes, prédit la 5e, 4 étapes et prédit la 5e. Et même du coup, même pour nos prédictions, là, on dit au modèle, si c'est un traitement qui est quotidien, ça ne sert à rien forcément de retourner sur ce qui s'est passé en 2019. Regarde ce qui s'est passé récemment, essayer de prédire la prochaine prédiction. Et cette brique-là, c'est pour montrer que justement, on va faire une modélisation par rapport à chaque traitement. Donc là, c'est une boucle qui passe sur chaque traitement pour faire les prédictions qui seraient propres à ces traitements-là. Donc là, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de regarder finalement les résultats que nous avons eus avec cette modélisation-là, sachant que la version 0, donc nos modélisations, on a commencé à les tester dès le mois de mai, donc on a eu le temps quand même de voir ce qui se passait de manière plus ou moins quotidienne avec notre modélisation. Et on est satisfait de ces résultats-là, mais de manière, j'ai marqué de manière générale, parce que si on regarde les résultats, par exemple, ça c'est un traitement qui a duré 300, presque 4 heures. On s'est trompé de 15 minutes. On voit que quand on descend, on a des traitements quand même qui sont quand même plutôt fiables. Là, cette colonne, c'est ce qui s'est passé en réalité. Là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que avait prédit notre modèle. Donc, c'est satisfaisant à plusieurs niveaux parce que les traitements stables, là dans cette liste-là, il y a les traitements qui sont stables et les traitements qui sont fluctuants. Donc, ça nous a reconforté sur notre stratégie. Mais j'ai bien dit de manière générale parce que c'est une modélisation qui peut connaître des limites. À plus de 95%, on va être bon avec cette modélisation uniquement avec l'historique. Et on va être capable, par exemple, de répondre à des questions du genre est-ce que le planning il est chargé ou pas? Parce que si vraiment les prédictions sont très basses, très très basses, on peut déjà savoir si le planning de tel jour il est léger, si on peut y ajouter d'autres traitements ou pas. C'est une modélisation qui connaît des limites, on avait conscience de ces limites-là, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions justement pour continuer à améliorer ça. Parce que cette modélisation, si il y a un changement significatif dans les données qui sont en entrée, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent, mais s'il y a des changements significatifs dans les données qui vont être traitées, le modèle peut ne pas capter ça. De la même manière que si on change le paramétrage, comme je l'ai dit précédemment, si on change vraiment beaucoup le paramétrage, le modèle, s'il ne récupère pas ces informations-là pour savoir que cette fois-ci, au lieu de rattraper par exemple sur 6 mois, il va rattraper sur 2 ans, si on n'a pas cette information-là, le modèle ne saura pas le savoir.
même si c'est des choses qui arrivent très, très, très rarement. Mais notre objectif, c'est de continuer à s'améliorer, même aller chercher ces 5%, parce que ce sont ces 5% qui peuvent parfois être critiques, qui peuvent faire tourner un planning en rouge sans s'en apercevoir. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie de modélisation, on va continuer pour ajouter les deux notions-là que j'ai évoquées précédemment, à savoir le volume des fichiers qu'on traite en entrée, à savoir tous les paramétrages qui peuvent être ajoutés. Et également, on reste ouvert à d'autres situations qu'on pourrait découvrir pour améliorer notre modélisation. Ça reste des choses auxquelles nous sommes assez ouverts. Donc là, on commence à avoir des éléments quand même. Donc là, sur la première brique, on a réussi à avoir des prédictions. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces prédictions-là pour être capable de dire si un planning va être chargé ou pas? Là, c'est juste un extrait pour dire qu'on a récupéré les informations donc, sur les ressources et les dépendances. Si je prends ce traitement-là, par exemple, ça veut dire qu'il va utiliser toutes ces ressources-là et va dépendre de ces traitements-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire pour chaque ressource disponible, on va regarder combien de temps il va être mobilisé. Vu que cette fois-ci, on a le temps d'exécution qu'on a prédit pour chaque traitement, on est capable de calculer et dire pour chaque ressource, elle va être mobilisée autant de temps. Par exemple, c'est un extrait aussi ça, c'est la liste des ressources que nous avons qui sont ordonnées selon leur temps d'occupation. Par exemple, on voit que pour un planning qui va tourner la nuit, on sait que cette ressource-là, c'est celle qui va être occupée le plus longtemps et on sait qu'il va être occupé 5 heures, 5h25. Donc là, on se dit que ça nous laisse le temps. Si le créneau il est de 10 heures, on sait qu'on n'aura pas, a priori, pas de problème de ressources. Mais s'il y a un problème sur les ressources, admettons, si on avait une ressource qui va être sollicitée, admettons 15 heures, ça, on peut commencer déjà avec rien que ces deux éléments. On peut commencer à apporter des éléments de réponse en disant votre planning, là, vous n'aurez pas assez de ressources, vous n'aurez pas assez de temps pour faire tourner tous ces traitements-là. Donc là, on peut déjà commencer à dire, pour tout n'importe quel planning qui est planifié, on est capable de dire, au fait, votre traitement de nuit, votre planning ne va pas se finaliser, au fait. Déjà, rien qu'avec les ressources, enfin, rien qu'avec les prédictions et les ressources que nous avons. Donc là, on va faire ce premier travail de, de gestion de ressources. Alors, il y a une autre notion également qui va être très intéressante, c'est celle des queues batch, parce que tous ces traitements-là ne passent pas par la même queue. Il y a plusieurs queues, ce qu'on appelle des queues batch, selon le traitement. Donc, il y a des traitements, chaque traitement aura sa queue batch dans laquelle ce traitement-là va passer. Pour chaque fil ou pour chaque queue batch, on connaît le nombre de traitements qui vont passer en parallèle. Donc, si je prends une situation, on sait que pour le créneau batch, on aura 10 heures pour faire passer tout. On sait que pour cette queue batch, par exemple, ça c'est une queue batch qui est écrite en écriture, on sait que donc on aura 10 heures pour passer tous les traitements. On regarde selon nos prédictions, parce que cette fois-ci, on connaît les prédictions de nos traitements. On fait la somme de tous les traitements qui vont passer par cette queue batch-là. On se rend compte que la somme, elle fait 60 heures. On sait par ailleurs que pour cette queue batch-là, on peut paralléliser. Il y a des traitements qui peuvent passer en parallèle. On peut en passer au maximum 4 traitements. Donc là, si on fait les calculs, c'est de l'arithmétique. Ça, c'est de l'arithmétique assez vraiment optimiste. On se dit que pour cette situation-là, on ne pourra pas tout faire passer. Parce que même si cette queue batch, on passe en parallèle tout le temps 4 traitements, il nous faudrait au moins 20 heures, alors qu'on a un créneau de 10 heures. Ça nous permet également, avec la notion de ressources et la notion de queue batch, ça nous permet aussi d'apporter les premiers éléments de réponse en disant, voilà, on sait très bien que selon nos informations, que votre planning est assez chargé, on ne pourra pas tout faire passer, par exemple, dans cette queue batch-là, dans cette queue batch-là, dans cette queue batch-là. Donc, quand c'est vraiment rouge, on arrive à l'identifier, même si à ce stade, on ne sait pas encore quel traitement ne va pas passer, mais on sait quand le planning, il ne pourra pas faire passer tout son traitement. Et inversement, si par exemple la somme des traitements ici pour cette que batch-là, on était à 20 heures, on sait que quand même ça, c'est un planning qui est assez light en fait, quelque part. C'est un planning qui est assez léger. On peut apporter quelques indications pour dire que là, on est sur un planning qui est léger, là, on est sur un planning qui ne passerait pas du tout. Entre ces deux-là, il y a la zone, entre guillemets, où on n'est pas
à ce stade-là, je veux dire, où on n'est pas encore sûr si ça va passer ou pas. C'est ça la notion du tout juste. Si ça passe, ça serait peut-être tout juste. Mais quand c'est vraiment, ça déborde vraiment, là, à ce stade-là, on arrive à le voir. Et quand c'est assez léger, on arrive également à l'identifier. Et d'ailleurs, donc, du coup, la situation qu'on a actuellement, elle s'appuie un peu là-dessus. C'est-à-dire que si on reçoit un planning, on est capable de faire ce travail-là, de faire le calcul des prédictions, de faire la gestion de ressources et de faire la gestion de la notion de cubage, donc des fils dans lesquels ces traitements-là vont passer. Et on est capable de dire, pour votre planning, pour ce planning-là, tout est ouvert, c'est-à-dire que tous vos traitements vont passer. Et on est également capable de dire, grâce à ces calculs-là, tous vos traitements-là ne vont pas passer. À ce stade, pour savoir quel traitement ne passerait pas, il faudrait prendre en compte la notion de dépendance de chaque traitement, le travail qui a commencé, qui est en cours, mais avant même de faire ce travail de dépendance, on est capable de dire quand une caisse n'aura pas ces traitements, quand une caisse a planifié les traitements qui ne passeraient pas tous. Et comme je l'ai dit, il y a une zone qui est entre deux. On vous dit attention, là, ce n'est pas vraiment tout vert, même si c'est pas rouge, mais on n'est pas sûr que tous les traitements vont passer. Donc ça, c'est la solution actuelle avec la conscience de toutes les choses qu'il faut améliorer. Mais l'objectif donc de cette première version était assez clair. Donc c'est d'avoir une solution qui soit utile. Donc, si on part du premier besoin qu'avait notre utilisateur, à savoir de est-ce que tous les traitements qui sont sur ce planning-là vont passer, on voit très bien qu'on arrive à apporter le premier élément de réponse. Même si l'utilisateur, s'il nous demande quel est le traitement qui ne va pas passer, là, on n'est pas capable de le dire. Mais si tous les traitements passent, on sait le dire. Et si tous les traitements ne passent pas, on sait dire, faites attention, là, tous les traitements ne passent pas. Et quand on est dans une zone orange, on sait également le dire. Donc là, entre guillemets, l'objectif de cette première version est atteint. Et un autre objectif qui nous tenait également à cœur, c'est d'avoir une solution qui soit utilisable. Encore une fois, hein, pour le challenge de la data science, c'est de non seulement avoir une solution qui soit utile, mais qui soit utilisable. Donc là, on a tenu à intégrer notre solution, notre intelligence artificielle dans l'outil même qui est utilisé pour planifier. Donc, c'est l'outil Web Planning. C'est celui-là qui est utilisé pour planifier les traitements. Donc, nous, on a nos résultats qu'on calcule, on les met dans cet outil-là Web Planning. C'est-à-dire que la personne qui planifie, il n'aura pas besoin d'aller chercher dans un autre endroit pour voir si tout son planning y passe ou pas. Donc là, je salue aussi l'équipe, hein, parce que c'est une grande équipe qui travaille justement pour mettre à disposition, par exemple, cette solution de data science à la disposition donc des utilisateurs. Comme je le dis donc, on garde quand même en tête, hein, les choses qu'il faudra améliorer. Donc la première chose, comme je l'ai dit, c'est de prendre en compte le volume des fichiers en entrée et le paramétrage. Et quand on aura pris en compte cette notion-là, on sera quand même capable de savoir même les prédictions qui arriveraient même vraiment rarement, parce que les volumes de fichiers qui augmentent de manière non prévisible, c'est pas tout le temps. Mais si on a cette information, on arriverait à adapter nos prédictions selon cet effet entre guillemets exogène. Pareil pour la notion, pour le paramétrage. Une autre notion donc là qui manque, hein, pour apporter la solution qu'on a imaginée dès le départ, celle qui consiste à dire c'est ce traitement-là qui ne va pas passer. Il faudra qu'on prenne en compte la notion de dépendance pour tous les traitements, qu'on sache dire celui-ci va passer après celui-ci va passer après celui-ci il va attendre un peu parce qu'il dépend de l'autre qui ne peut pas tourner parce qu'il attend d'autres ressources. Là, c'est une modélisation qui est un peu plus complexe qu'on va mettre en place pendant que l'utilisateur sera en train d'utiliser quand même de bénéficier de notre première solution qui a été mise en place. Encore toujours, hein, dans le souci d'avoir une solution qui soit utilisable, on va récupérer, donc c'est ça aussi l'avantage de donner une solution assez rapidement aux utilisateurs. On va récupérer aussi le feedback, le retour de nos utilisateurs pour savoir comment on pourrait améliorer leur expérience utilisateur. Est-ce qu'il y a des éléments qu'ils aimeraient avoir en plus ou la manière de les présenter. Donc, dans les prochaines versions, il faudra prendre en compte aussi cette notion aussi de l'expérience utilisateur. Parce que ce qui nous tient à cœur, c'est pas que faire des modèles, c'est vraiment plutôt faire des modèles qui soient utiles et qui soient utilisables également par les utilisateurs.
Donc voilà où on en est actuellement. Donc il y a la deuxième version qui a commencé. On a commencé à travailler aussi sur sur la deuxième version qui apporterait d'autres améliorations. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'entends pas le régie. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Alors déjà, dans la salle, on remercie Aphrodis, donc je transmets les remerciements. La question, c'est par rapport au réseau de neurones. Il y a des choses similaires, par exemple, quand on travaille avec des images. Là, le fait qu'en fait, et on travaille aussi sur des volumes. Là, le fait qu'on travaille en fait sur des données, je dirais, euh, statiques ou brutes, je sais pas comment il faut le dire, en tout cas des data textes purs, comment ça se passe en fait pour, est-ce qu'on a des volumes et comment on traite ce type de données? Vous m'entendez? Très bien. D'accord, vous avez... Non. Alors, le temps que la régie règle un tout petit souci pour que la question arrive bien jusqu'à Lille, donc on demande aux internautes d'attendre un tout petit peu. Donc l'enjeu étant de savoir, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends, Aphrodis, quand je parle à distance? Je vais parler avec un casque, alors bougez pas. Oui, je t'entends, Yannick. En fait, dans la salle, alors déjà, te remercier pour cette présentation. Et ensuite, la question, c'est comment on traite les données dans la mesure où, quand on fait ce type de travail sur le réseau de neurones, on a besoin de gros volumes de données, on a besoin aussi, enfin, en tout cas, on voit bien ce que ça peut donner, par exemple avec des images, avec des similitudes entre images et puis sur les volumes, on sait prédire à peu près ce qui va se passer. Comment ça se passe dans la mesure où là, c'est plutôt des données texte brutes? Est-ce qu'on a eu du volume et comment finalement on arrive à corréler ça avec des réseaux de neurones? J'espère que je traduis bien la question. Je rentre dans la salle. C'est ça. Est-ce que tu peux éventuellement répondre? Alors, si j'ai bien compris, c'est sur la taille des données. Et
Là, donc, les données qu'on a récupérées, on était sur 4 ans d'historique, donc pour quasi chaque traitement, et à chaque fois, je pense, on avait 4 ans d'historique. Et ce qu'on a fait également, donc, il y a des traitements qui tournent tous les jours, parfois, donc, si on a 3 ans, un historique de 3 ans pour les données quotidiennes, donc, ça fait quand même un gros jeu de données. Et l'autre différence aussi, elle s'est faite, donc, sur la partie engineering. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va étudier, ce qu'on va donner au réseau de neurones, c'est différentes séquences. Donc, si on fait des séquences de 4 sur 3 ans avec des données journalières, donc on finit par quand même un gros jeu de données, au fait. La différence, c'est fait sur la partie engineering. Donc, avec cette notion-là, de, par exemple, si je prends l'exemple d'un traitement qui est journalier, donc ça fait 3 ans qu'il tourne, on récupère toutes ces informations. Déjà, ça fait une grosse série. Et en plus, si on l'a sur le machine engineering, si on fait en termes de séquence, ça nous faisait un gros jeu de données pour pouvoir appliquer le LSTM. Donc là, c'est pour ça qu'on faisait ça et ça nous donnait plutôt de bons résultats si on faisait l'engineering comme ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment concrètement Eh à bien, la ça répond question. complètement à la question. Donc, merci Aphrodis. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Mais on vous remercie en tout cas tous et toutes d'avoir assisté à cet atelier. Merci Aphrodis d'être prêté à l'exercice. Je sais que c'est Merci à toi. pas Merci à forcément toi. simple à distance, mais on y arrive. Avec une présentation d'ailleurs qui est très claire. Et je vous donne rendez-vous donc à très bientôt sur les réseaux ou pour d'autres événements avec IMSA.